Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Stylé Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. La Juve, il n'en sera pas forcément question aujourd'hui puisque c'est la trêve internationale et nous, pendant la trêve, on s'ennuie un petit peu et je pense que vous aussi. Alors aujourd'hui, on a décidé donc de faire un petit épisode hors série sur lequel on va revenir un petit peu sur les sujets brûlants du football qui ont animé le football dans les dernières semaines et j'en parlerai ce soir avec Calo. Salut. Salut Fio, salut à tous. Et donc, parmi les sujets incontournables du moment, il y a évidemment les révélations de Football Leaks et on va les aborder assez longuement dans cette émission. Et le premier sujet, c'est donc le fair play financier avec donc les révélations de Football Leaks qui indiquaient que l'UEFA et les personnes de Platini et Infantino ont assez largement couvert le PSG et Manchester City, ce qu'on appelle les nouveaux riches, au niveau des contrats de sponsoring qui ont été surévalués et qui n'étaient pas vraiment licites. Alors évidemment, ça prendrait toutes les mises en détail pour avoir tous les détails de cette histoire. Donc évidemment, on essaye de voir les grandes lignes ici. Mais en gros, l'argument du Paris Saint-Germain et de Manchester City aujourd'hui, ils considèrent que les grandes puissances européennes qui sont incarnées aujourd'hui surtout par le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich et donc la Juventus, se servent un peu du fair play financier pour protéger leurs acquis. Qu'est-ce que tu penses de cette position, Calo ? Alors déjà, il faut rappeler les choses. Le fair play financier se résume en une phrase. Un club ne doit pas dépenser plus d'argent qu'il n'en gagne. Les buts sont simples à comprendre. De un, protéger les clubs de eux-mêmes lorsqu'ils sont mal gérés. Tu vas prendre l'exemple du Glasgow Rangers qui a fait faillite en 2012. Si le fair play financier existait dans les années 2000, ça serait jamais arrivé. On aurait tiré les sonnettes d'alarme. C'était pareil pour la UK d'Athènes et d'autres clubs historiques. Deux, protéger les clubs de milliardaires capricieux qui achètent un club comme on achèterait un jouet, dont on se lasse quelques temps d'après. Alors on va prendre l'exemple du PSG avant le PSG, qui était le Malaga, qui a été acheté aussi par la même famille qui a acheté le PSG, c'est un cousin, la famille Nasser. Ils ont acheté le Malaga, ils ont investi des centaines de millions d'euros dès la première année, ils ont été chercher Batista du Real de Madrid, Di Michelis du Bayern de Munich, Van Nistelrooy, Nacho Monreal, Toulalan, Isco qui était une jeune promesse de Valence qui valait une fortune. Ils ont acheté tous ces joueurs-là. 3 ans après, le propriétaire s'est dit que non, tout compte fait, il avait plus envie. Maintenant, t'as Malaga qui est en deuxième division espagnole, quoi. Et la troisième raison pour laquelle il y a le fair play financier, c'est empêcher un composant externe de fausser une compétition. Alors imagine un peu, je donne un exemple, un club comme Barcelone qui forme des joueurs depuis 30 ans, puis arrive le premier mafieux russe venu qui fait péter la clause de 24 joueurs le 31 août à minuit, tu vois. Le Barcelone peut fermer ses portes, ils vont même pas s'inscrire au championnat parce qu'ils ont plus de joueurs. Alors, évidemment, c'est un exemple par l'absurde, ça arriverait pas, mais sur le papier, ça pourrait arriver sans fair play financier. Alors moi, je comprends la frustration des supporters de PSG et de City qui ont de l'argent en poche et qu'on leur interdit d'utiliser, mais le fair play financier n'est pas là pour les faire chier. Il est là pour les protéger et il faut que ça soit clair. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que la Juve et les autres grands se protègent du PSG ? Non. La Juve et tous les clubs, PSG inclus, se protègent des mauvais gestionnaires, des milliardaires capricieux et du doping financier antisportif. Et si là, au jour d'aujourd'hui, les supporters du PSG se sentent attaqués, ils seront bien contents dans quelques années quand les Qataris barreront de se faire protéger par ces mêmes règles, quand ils seront de l'autre côté de la barrière, quoi. Voilà. Alors un argument qui revient souvent, c'est que en gros les grandes puissances européennes, elles se sont bien gavées sur les années d'avant, que y a l'exemple du Real qui a été renfloué par le roi à l'époque, qui revient souvent, et puis des clubs italiens aussi qui ont vécu pendant un moment peut-être au-dessus de leurs moyens. Et donc en gros, alors il y a des raisonnements par l'absurde. Je vois certains Parisiens qui disent que le fair play financier devrait être rétroactif. Je vois pas ce que ça veut dire, mais en gros il y en a qui considèrent que ces clubs-là ils en ont bien profité et qu'aujourd'hui ils se voient un peu menacés par les nouveaux riches et que du coup ils essayent de les évincer comme ça. Oui, alors ils appellent ça une loi injuste parce que ça crée un effet pervers. Alors en économie, on appelle ça la barrière à l'entrée. En gros, comment on peut devenir grand si on peut pas investir comme les autres le faisaient dans le passé ? Alors déjà, c'est un faux argument parce que tu as un club comme le Napoli qui en 2006-2007, si je fais pas d'erreur, était en deuxième division italienne et c'était il y a 10 ans. C'était pas au siècle dernier. Et maintenant, ils sont classés 19e club mondial. Donc c'est vrai qu'investir 10 milliards d'euros, ça aide, mais plusieurs clubs montrent, et plusieurs, pas un seul, montrent qu'on peut grandir sans apport extérieur. Et puis personne n'interdit des investissements extérieurs. Je veux dire, comme toute société, un club peut bénéficier d'une augmentation de son capital pour un investissement particulier, comme un stade ou un joueur.
Là-dessus, il y a zéro souci. La famille Agnelli l'a fait avec la Juve en 2009-2010, je sais plus trop, en faisant une augmentation de capital de 120 millions d'euros, parce que le club faisait des pertes, et il y a eu une augmentation de capital. Mais là, c'est zéro souci, même pour l'UEFA. Ce qui est interdit, c'est pas ça. C'est pas une augmentation de capital pour un joueur ou pour un stade ou pour quoi que ce soit d'autre. Ce qui est interdit, c'est le déséquilibre dans le bilan annuel, dans les frais de fonctionnement, dans les salaires, dans ceci, cela. Ça, c'est totalement interdit. Donc ça, c'est déjà leur premier argument. Hein, tu vois, c'est un argument. Oui, avant on tuait des gens, c'était on pouvait, maintenant on peut plus. Bah non, maintenant on peut plus. C'est les lois évoluent, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ils ont un deuxième argument vraiment de tarte à la crème, c'est le PSG fait sauter le fair play financier quand ils veulent. Tu vois, ça c'est vraiment la bonne blague. Alors moi je suis pas spécialiste, je suis pas avocat spécialisé dans le droit du sport, hein, mais en Italie, tu as le Milan qui à l'heure actuelle a de graves problèmes avec le fair play financier, et j'ai écouté plusieurs heures d'émissions où tu as des grands avocats spécialisés justement dans le sportif qui ont débattu sur le sujet. Alors ils sont unanimes, à moins que l'UEFA. Donc l'UEFA, c'est quoi? C'est les fédérations de chaque pays qui sont groupées. Hein. C'est que ça l'UEFA. À moins que l'UEFA ne décide de changer les règles, c'est pas un tribunal externe qui peut les forcer. Parce que le sport, c'est pas les mêmes règles que dans la vie du quotidien. Par exemple, l'UEFA est un organisme privé qui fixe ses règles qu'elle veut. Et les règles peuvent être discriminatoires s'ils veulent. Regarde, à l'heure actuelle, imagine que le nouveau CR7 ou le nouveau Messi est une femme. Eh bien, elle ne pourra pas jouer la Champions League. Ce qui pourrait pas être fait dans une société normale, tu vois. Imagine, on n'engage pas une femme parce que c'est une femme, ça serait la fin du monde. Eh bien, dans le foot, on peut le faire. Ils peuvent même faire des règles illogiques s'ils veulent l'UEFA. Ils peuvent dire, voilà, à partir de ce moment, on va faire des matchs à 7 contre 7. Bon, dans ce cas-là, t'as la FIFA qui reconnaîtrait plus ça comme du foot, mais personne pourrait leur interdire. Et puis, l'UEFA n'interdit rien du tout. Le PSG ou Manchester City sont totalement libres de mettre 1 milliard pour faire sauter la clause de Messi. Aucun problème. C'est juste que le PSG ne pourrait plus jouer la Coupe des Champions, c'est tout. Parce que c'est une compétition privée, encore une fois. Et chacun fait ce qu'il veut dans un cadre privé. Mais il pourrait continuer à mettre des 7-0 en Ligue 1, hein, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, si ça serait tellement simple de faire sauter ce fair play financier, pourquoi le PSG ne le fait pas au lieu de payer des amendes tous les ans et se voir bloquer le mercato? Par simple courtoisie, c'est ça. Non, faut pas déconner. Et le Panathinaikos qui vient de se faire exclure de 3 ans de Coupe d'Europe, c'est aussi par courtoisie qu'ils se font marcher dessus. Ça tient pas debout, vraiment. Alors, j'ai un petit peu d'éléments à dire quand même pour étayer toute ta démonstration. Juste un petit mot pour la recapitalisation de la Juventus. Elle a été recapitalisée à 120 millions d'euros. C'était en 2010, je crois, avec Andrea Agnelli. Mais l'Exor, qui est l'actionnaire principal, capitalise maintenant. Mais maintenant, vous vous débrouillez pour le reste, en fait. Et du coup, l'objectif, c'était de devenir indépendant, de se rémunérer soi-même, et ça a été réussi par la Juve. Et peut-être qu'il y a eu un coup de pouce maintenant de l'actionnaire pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, la Juve, depuis sa recapitalisation, n'a pas eu besoin d'apport externe et n'a pas eu besoin de faire des combines, là, comme le Paris Saint-Germain l'a fait, en surestimant des contrats à des millions d'euros, alors que les contrats valaient à peine quelques milliers d'euros pour ce qu'ils ont été estimés, en tout cas. Alors, juste une petite chose rapide. Comme tu dis, la Juve n'a plus besoin de le faire. Ce n'est pas interdit de le faire. C'est juste qu'ils n'ont plus besoin de le faire. Oui, mais, en tout cas, pour ce que tu dis d'attaquer le fair play financier, il y a quand même un contre-exemple qui revient souvent en France, en tout cas, parce qu'on la presse française cherche évidemment beaucoup à défendre le Paris Saint-Germain. C'est l'exemple de Bosman, justement, l'arrêt Bosman que tu dois bien connaître, qui est dans les années 90 en fait, et qui a été qui est passé par la justice civile, si je dis pas de bêtises, puisqu'en gros on considérait que les limitations du nombre de joueurs étrangers dans une équipe étaient une entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc a priori, pour pas mal de juristes, le fair play financier serait vraiment attaquable en justice et il serait vraiment un truc. Et a priori, ce serait pour ça justement que Platini et Infantino auraient fermé les yeux justement sur les combines du PSG, ou en tout cas les auraient plus ou moins auraient trouvé des compromis avec eux justement. C'est pour essayer de protéger ce qui reste du fair play financier. Oui, du coup, s'il n'attaque pas le fair play financier aujourd'hui, c'est parce que, en gros, depuis justement ces histoires avec Bosman, dans les années 90, Sepp Blatter avait un peu décrété que, oui, par courtoisie, maintenant, les affaires, elles se réglaient entre sportifs et qu'on ne faisait plus appel aux tribunaux extérieurs. Je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il pourrait faire tomber le fair play financier, mais je pense qu'il se retrouverait dans une situation critique pour ses relations avec l'association des clubs européennes, justement, le syndicat des clubs, qui est représenté par Andrea Agnelli aujourd'hui.
Alors, je suis pas d'accord du tout, hein, Fio, parce que l'exemple n'a absolument rien à voir. C'est ce qui est dit en France. Je suis d'accord avec toi, je l'ai déjà entendu de mes oreilles, mais l'exemple n'a absolument rien à voir. L'arrêt Bosman était simplement un problème contractuel que Bosman avait avec son club. Qu'après on pouvait prendre autant de joueurs européens qu'on veut, etc., etc. C'est des lois, enfin c'est des lois qui sont débloquées de manière collatérale. Mais le but c'était simplement un contrat de travail. Et là c'est totalement normal qu'on va dans un tribunal traditionnel pour un contrat de travail, parce qu'à l'époque on pouvait vendre un joueur sans lui demander son avis. Simplement, on dit voilà, à partir de demain, tu t'en vas jouer en Sibérie, et le joueur ne pouvait pas dire non, ce qui était totalement illégal. Alors, problème avec contrat de travail, tribunal du travail, point. Mais là, c'est pas un problème comptable, c'est pas un problème administratif, c'est pas un problème légal, c'est simplement une compétition privée. Et dans une compétition privée, celui qui organise la compétition fait ce qu'il veut. Il met les règles qu'il veut. Si toi, demain, tu dis, voilà, moi je vais faire un petit tournoi de quartier avec des jeunes filles de moins de 14 ans, voilà, eh bien, s'il y a une jeune fille de plus de 14 ans qui vient, t'es en droit de lui dire non. Ça serait discriminatoire, mais ça serait non. Parce que c'est pas le cas, c'est pas un contrat de travail, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin bon, pour moi, ça me paraît tellement clair. Bon, alors l'UEFA a indiqué qu'il y avait des enquêtes apparemment qui étaient rouvertes sur le cas du Paris Saint-Germain. À ton avis, on n'est pas des voyants évidemment, mais comment ça va se finir cette histoire? Ça va se finir que ça va revenir comme c'était jusque-là, justement avec le PSG qui va continuer à surpayer des joueurs, parce que l'inflation du PSG, on peut pas la nier. Je veux dire, les prix augmentaient avant, mais eux, ils ont quand même fait très fort avec Mbappé à 180 millions d'euros et Neymar à plus de 200 millions d'euros. J'ai même plus le prix exact en tête. Mais du coup, voilà, est-ce qu'au final, ces révélations, elles vont vraiment changer quelque chose sur le fair play financier ou ça va faire effet pchit? Alors que quelque chose va changer, c'est obligatoire, parce que non pas que l'UEFA est devenu tout d'un coup un paladin blanc qui va rétablir la justice, c'est simplement que ça fait un écho médiatique et ils peuvent pas rester muets devant ça. Ça c'est une chose, mais ça va se terminer par un compromis, rien de plus. À mon avis, on va leur donner une petite amende. On va leur interdire peut-être de recruter plus d'un joueur, plus de deux joueurs ou quoi que ce soit à ce mercato, et ça s'arrêtera là, quoi. Alors on va passer sur une autre révélation des Football Leagues, et celle-là c'est une révélation qui est beaucoup moins surprenante parce que ça fait déjà des années qu'on en parle, mais les Football Leagues ont démontré qu'il y avait quand même des études concrètes et un projet concret pour une Super Ligue européenne. Alors c'est un vieux serpent de mer du football, c'est un argument que les clubs européens mettent souvent justement en nez de l'UEFA pour obtenir gain de cause, et c'est comme ça notamment qu'Agnelli a pu obtenir l'ajout d'un quatrième club italien qualifié, justement ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette année justement. Et donc voilà, cette Super Ligue européenne, elle revient aujourd'hui dans le débat. Est-ce que on peut considérer que, comme Agnelli l'avait dit, comme Allegri pardon l'avait dit, je crois il y a 2 ans, que ça finira forcément par arriver? Ben écoute, je sais pas si ça va arriver. Ça, c'est le futur nous le dira. Après, on pourrait se poser une question, est-ce que ça serait une bonne chose ou pas? Ça, c'est la question à laquelle on pourrait répondre en donnant notre petit avis personnel. Moi, je pense que financièrement, oui, ça serait une bonne chose, ça me paraît clair. C'est sûr que tous les participants s'en mettraient plein les poches, hein. Quand tu dois plus partager les parts du gâteau avec le Young Boys ou Anderlecht, ça aide tout de suite, hein. Pour les grands clubs, ça serait une bonne chose. Après, sportivement, je sais pas si ça serait une bonne chose ou pas. Tout dépend de comment ça serait fait. S'il y a un système de montée-descente avec un vrai enjeu sportif, ça pourrait être cool. Voir toutes les semaines un Juve Bayern, c'est toujours mieux que de voir un Juve Frosinone, hein, ça attirera plus de monde, ça nous fera plus plaisir, ça c'est sûr. Bon, après les gens disent que ça enlèverait du charme aux championnats nationaux, mais ça il faut se mettre au goût des jours, les gens, hein, à part la première ligue qui est un spectacle mondial, il faut bien l'avouer, les championnats ne sont devenus qu'une phase de qualification pour les coupes d'Europe, hein, rien de plus, donc rien ne changerait. Et puis la Super League ne veut pas dire que la Juve ne participerait plus à la Serie A, rien à voir, hein. Ça remplacerait juste la Champions League actuelle. Après, s'ils transforment ça en NBA, tu vois, sans descendre monter, où tu peux finir avec 0 points sans être sanctionné et te retrouver là encore une fois l'année d'après, ça non, ça m'intéresserait pas. L'américanisation du sport et du foot en particulier, c'est vraiment pas une chose que je souhaiterais. Et ben moi justement, je vais partir dans la direction totalement opposée, mais alors je suis un amateur de sport américain justement, et le basket et le football américain en particulier, et donc effectivement il y a ce principe de ligue fermée.
dans lequel il n'y a pas montée, il n'y a pas de descente. Mais je pense que ce système de ligue aussi, s'il m'intéresse particulièrement, c'est si tu allais vraiment jusqu'au bout dans l'américanisation, c'est qu'il passerait l'aspect financier en fait au deuxième plan, c'est-à-dire qu'il y aurait plus déjà cette problématique d'indemnité de transfert, puisque vous savez, dans le sport américain, il n'y a pas d'indemnité de transfert. C'est-à-dire qu'on s'échange les contrats des joueurs, soit avec des joueurs, soit avec des tours de draft. Alors la draft, c'est en fait une sélection qui a lieu chaque année des joueurs issus des championnats universitaires, et l'équipe qui est dernière en fait choisit en premier, et l'équipe qui est première choisit en dernier. Et en fait ça permet d'avoir des vainqueurs différents presque chaque année, ou en tout cas de renouveler les forces en présence assez régulièrement, et ça offre toujours un spectacle, on va dire, assez inattendu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit quand même sur les grands championnats européens, c'est que, à part en Angleterre, c'est pratiquement tout le temps la même équipe qui gagne. La Juve, elle en est à 7 championnats gagnés de suite. En Espagne, 19 fois sur 20, ça va être le Real ou le Barça. En Allemagne, 9 fois sur 10, ça va être le Bayern. Et puis maintenant, en France, on est parti pour avoir une domination sans partage du Paris Saint-Germain sur le très long terme. Donc rien qu'au niveau de ça, les championnats nationaux, forcément, ils ont perdu un peu de leur intérêt, et ça fait aussi qu'en plus des équipes comme, je sais pas, en Italie par exemple, la Lazio ou la Roma, la Fiorentina par exemple, ils gagneront jamais le championnat aujourd'hui, parce qu'ils sont relégués à des seconds rôles en fait. Donc peut-être que d'avoir cette Super League fermée justement, et où tu mets ce salary cap qu'il y a aux États-Unis pour pas que les salaires explosent non plus, la fin du système d'indemnité de transfert justement, ça passerait un petit peu les ressources financières au second plan. Et puis derrière, les championnats nationaux continueraient d'exister, et puis ça permettrait justement à des clubs, des plus petits clubs justement, de pouvoir jouer le championnat et d'avoir un spectacle un petit peu plus équilibré. Oui, mais dans ce système de draft, le joueur est en droit de dire non. Il est en droit de dire je veux pas aller dans ce club-là, ou pas? Non, en fait, pour eux, la draft, c'est vraiment l'accomplissement de ta carrière. C'est-à-dire que arriver à ce niveau-là, arriver au système pro, c'est vraiment le must en fait. Donc ils se permettent pas de dire non, et ils sont choisis par les franchises comme ça en fait. Donc en fait, tu pourrais très bien imaginer aussi dans la Super League en fait un système de draft qui permettrait à un club d'aller chercher un joueur dans un championnat national justement. Et voilà, avec mais donnons un exemple parlant. Demain, tu as, je sais pas, Cristiano Ronaldo, son contrat se termine et il passe dans la draft. Et le premier club à choisir, c'est l'Ansi Machakala, tu vois, au Kazakhstan. Et ils disent, on le veut. Il peut pas dire non, le mec. Il est obligé d'aller. Comment ça se passe? Alors le système de draft en fait il ne considère que les joueurs du championnat universitaire en fait, donc c'est des joueurs qui n'évoluent pas en fait dans cette ligue là justement. D'accord. Ils ont joué en championnat universitaire et en fait ils sont sélectionnés, c'est un long processus, ils sont observés toute la saison, il y a des centaines d'observateurs qui prennent des notes, qui font des fiches statistiques sur eux et tout, et ensuite les clubs choisissent sur qui. Et pour un joueur pro qui est déjà sous contrat, ça se passe alors comment? là justement en fait ça va être des échanges, donc le contrat va rester tel qu'il est négocié avec le club, il va rester pour le joueur, il change pas, c'est-à-dire que s'il a négocié tel montant avec le club, ils vont s'échanger les années de contrat, et donc en fait l'indemnité n'est pas financière, mais ça va être soit un échange de joueurs en fait, soit un échange de tours de draft. C'est-à-dire, par exemple, le Paris Saint-Germain, demain, dans ce système-là, il va donner un joueur plus un premier choix de son prochain premier choix de draft à la Juventus pour avoir Cristiano Ronaldo. D'accord, mais est-ce que le joueur peut dire non? Par exemple, si la Juve dit voilà, moi j'échange Cristiano Ronaldo contre Messi, est-ce que Cristiano Ronaldo est en droit de dire non, je ne veux pas aller au Barça? Parce que si c'est pas le cas, on se retrouve avant l'arrêt Bosman. Donc, à l'époque, ça se passait comme ça. C'est-à-dire, on échangeait les contrats, on vendait un joueur sans lui demander son avis. Il était obligé d'aller, quoi. Et ça, c'est illégal en Europe. Alors, les refus sont assez rares, mais il y a un joueur quand même peut refuser d'aller dans une destination, en fait. Mais c'est vrai qu'après, la logique américaine est assez différente et il y a moins de refus de ce genre-là. Non, parce qu'imagine, tu es à Los Angeles, à Beverly Hills, tu vois, et alors on t'envoie au Milwaukee, sur les montagnes et la neige. Parce que, si tu vois, c'est un joueur, admettons, il y a un salary cap, donc il est payé partout pareil. Encore une fois, je préfère jouer à Londres que jouer au Kazakhstan, tu vois. Donc il y a d'autres critères qui rentreraient en jeu et ça serait les plus belles villes qui auraient les plus beaux joueurs. Je veux dire, il n'y aurait pas que l'argent qui est rentré en jeu, mais il y aurait toujours un facteur discriminant. Donc moi je sais pas s'il y a un système idéal, mais en tout cas, enfin bref. À l'heure actuelle, là on est dans le fair-play financier et comme tu disais, t'as Paris Saint-Germain et d'autres, mais surtout le Paris Saint-Germain.
qui est en train de faire passer des faux contrats de sponsoring comme des vrais, et ça c'est simplement de la triche, quoi. Donc faut trouver une solution. Mais pour en revenir un peu à la Super League, toi, est-ce que voilà, tu restes attaché aux championnats nationaux tels qu'ils sont aujourd'hui, ou tu vois quand même une certaine problématique au fait que ce soit pratiquement tout le temps les mêmes équipes qui les remportent? Disons que, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, tout dépend de la manière dont ils vont le faire. Si maintenant le club qui est en Super League ne participe plus au club, enfin, comment vais-je dire, au championnat national, oui, c'est sûr, il y aura un petit manque. Mais bon, à la rigueur, ça, en Italie, tout le monde nous déteste, donc si on pourrait les laisser entre eux pour voir un peu comment ils se débrouillent et pour voir sur qui ils vont mettre comment la Libye qu'ils vont trouver quand il y aura plus la Juve pour leur défaite, ça serait un peu marrant de voir ça, oui, effectivement. Donc à la rigueur, ça, je m'en fous un peu. Mais j'aimerais bien voir ce qu'on veut nous proposer, parce que là, pour le moment, on n'a que le nom, hein, Super League, et rien de plus. On a juste vu un peu que c'était un tournoi à invitation aussi, c'est-à-dire qu'il y aurait 7 ou 8 clubs qui seraient fixes, et puis des clubs invités. Faut voir un peu ce que ça donne. Là, j'ai pas d'avis ni négatif ni positif. Bon, alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce que Andrea Agnelli justement a annoncé récemment quand même qu'il allait y avoir de nouveaux changements. Donc je pense que les clubs européens se servent surtout de ça aujourd'hui pour obtenir gain de cause, c'est ce que je disais un petit peu avant. Et puis parmi les changements annoncés par Agnelli, il y a notamment l'introduction d'une troisième compétition européenne d'ici 2021-2022. Donc en tout cas, rassurez-vous, la Serie A n'est pas prête de disparaître et la Super League européenne, c'est encore quelque chose qui reste assez lointain. Pour la dernière partie de cette émission, on va s'intéresser un petit peu justement à notre bonne vieille Serie A et faire un petit point sur le championnat. On a beaucoup parlé de la Juve dans l'émission, donc aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu des autres. La Juve est donc en tête avec 34 points. On l'a pas précisé, je crois, dans la dernière émission, mais c'est un record, hein, 34 points à ce moment de la saison, 11 victoires, un match nul. Encore un record battu par la Juve, et décidément ils tombent vraiment tous. Et puis derrière, on retrouve le Napoli avec 28 points, le Napoli Calo qui a réussi à tourner la page Sarri. Oui, certains pensent que c'est étonnant. Moi, je ne veux pas dire que je m'y attendais, mais pour moi, c'est pas une surprise parce que Napoli dans la continuité. En fait, les gens se basent trop sur le mercato qui a d'été. Tu vois, ils voyaient pas de nouveaux joueurs arriver, donc ils se pensent qu'une équipe va mal faire, etc. Alors qu'il y a l'élément de la continuité qui est extrêmement important. Hein. Et le Napoli a amené cet élément-là, de la continuité, des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs années, qui sont un système de jeu. D'ailleurs, Ancelotti a touché très peu de choses. Il a juste apporté un petit plus mental, tu vois, dans la motivation et dans les faire sentir importants. Mais pour moi, c'est totalement logique. Le Naples est là où il mérite d'être. C'est une très belle équipe. En Coupe d'Europe, ils nous l'ont montré aussi. Et ça, c'est le petit plus Ancelotti à côté de Sarri. C'est comment vais-je dire, le petit plus européen. Et voilà, pour moi, c'est pas une surprise. Bon, c'était pas gagné d'avance pour moi parce que voilà, le style Sarri, c'est vraiment ce qui a fait le succès du Napoli ces dernières années. C'est pas toujours évident justement pour une équipe de passer à autre chose et de garder la recette gagnante. Mais finalement, Ancelotti, il a réussi, oui, comme tu l'as dit, à garder un petit peu ce qui faisait le succès du Napoli, tout en y ajoutant un petit peu plus de cynisme et puis peut-être un peu plus de caractère aussi. J'ai l'impression que c'est une équipe qui sait un petit peu mieux s'offrir et qui est moins dépendante justement de tous les schémas que ça arrivait, parce que dès que ces schémas étaient bloqués, l'équipe déchantait un peu. Et puis le gros plus européen dont tu parles, c'est tout simplement le turnover. Hein. Sarri, lui, il avait un groupe de 12 joueurs pratiquement sur lesquels il se basait uniquement. Il a voulu tout jouer sur le championnat. Ancelotti, lui, il montre qu'il arrive à jouer sur les deux tableaux en faisant un petit peu plus de changements. Et c'est un bon atout pour le Napoli, mais en tout cas, l'écart avec la Juventus n'est pas comblé. Ah non, ça c'est sûr. Sinon, le turnover est une chose, mais je pense que c'est l'aspect mental qui joue plus, hein, je pense. Enfin bon, le turnover est important, comme tu dis. Bon, alors la Juventus est largement devant. Je pense que le Napoli aussi est quand même au-dessus du lot. Donc, a priori, ça devrait être le duo de tête. Derrière, c'est beaucoup plus serré. Troisième, on retrouve l'Inter qui a eu des débuts compliqués. Ensuite, il s'est mis à gagner un peu tous ses matchs à l'arrache à la dernière minute. Et puis la machine finalement est lancée. Ça fait 8 victoires, un match nul et 3 défaites. Ah oui, elle a lancé, ils viennent de prendre une raclée. Hein. Alors, moi, là, je suis désolé, c'est un sujet où je peux pas tenir un discours intellectuel. Pour moi, l'Inter, c'est la loose
incarné, pour moi c'est mystique, ça se raisonne pas. Moi depuis que je suis le foot, je les vois perdre de façon misérable. Dans les années 90-2000, c'était le club au monde qui mettait le plus d'argent sur le mercato, ça il faut que vous le sachiez. Hein. Moi je me rappelle leur attaque à la fin des années 90, c'était Vieri, Ronaldo, Crespo, juste les 3 meilleurs numéro 9 au monde. Et ben le résultat c'était quoi? Ben c'était rien. L'Inter ces 38 dernières années, entre 1989 et cette année, donc 2018, hein, 38 ans, 39 ans presque. Moi, j'ai vu tout le monde gagner en 38 ans. J'ai vu le Napoli gagner, j'ai vu la Rome gagner, j'ai vu la Lazio gagner, j'ai vu la Juve gagner, j'ai vu le Milan gagner, j'ai même vu la Sampdoria gagner le championnat. Et l'AS Verona. Non, mais Verona, c'était en 1985. C'était bien avant. Ouais, J'étais trop petit. Mais d'accord. Et l'Inter, en 38 ans, hors période Calciopoli, parce que c'est tout de suite plus facile de gagner championnat quand tu mets une balle dans la tête à tes compétiteurs. Mais hors période Calciopoli, l'Inter n'a jamais gagné championnat ces 38 dernières années. Alors, tu sais, chaque année, on me dit oui, ils sont de retour, ils ont fait un grand mercato. Alors moi, je souris, tu vois, avec la certitude dans ma tête que, comme tous les ans, qu'ils vont faire prout. Voilà. L'Inter, c'est la Pazza Inter, ils vont gagner contre le Milan et puis prennent une raclée dimanche dernier. Voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que Beppe Marotta, parce que maintenant c'est plus un secret, hein, il va signer à l'Inter, est-ce que tu penses qu'il peut les aider à passer un cap justement, à se rapprocher de la Juve comme il l'a fait quand il est arrivé justement à la Juve? Ah ben peut-être un cap comptable, un cap dans leur compte, ils vont bien peut-être les faire évoluer là, mais comme tu l'as dit ce matin, c'est pas lui qui va courir sur le terrain. Et puis, c'est un saint-hérisme, me font un petit peu rire, tu vois. Marotta, c'était il y a un mois, c'était un mafieux. Maintenant là, il va être accueilli comme un sauveur. Et dans un an, on va se rendre compte que c'est pas les hommes qui sont exceptionnels, c'est que c'est la Juve qui est exceptionnelle. Donc non, pour moi, il va juste leur apporter une certaine organisation. Mais Marotta sans la Juve, sera-t-il toujours Marotta? Moi, je pense que non. Alors derrière l'Inter, on a la Lazio à 22 points, le Milan à 21 points, et puis la Roma 6e à 19 points. Par rapport à cette 3e et à cette 4e place, justement, qui est par rapport à ce qu'on t'a pu voir aussi sur ce début de saison, quel club t'imagines aller en Ligue des Champions la saison prochaine? Alors la Lazio m'énerve, parce que c'est un peu le club avec zéro surprise. Dès qu'ils jouent contre une équipe moins forte, ils gagnent. Dès qu'ils jouent contre une équipe plus forte, ils perdent. Ils font jamais de surprise, c'est toujours bien carré. D'ailleurs, leur entraîneur, on en a beaucoup parlé les saisons précédentes. Pour moi, c'est un surévalué. Pour moi, je ne le vois rien apporter d'exceptionnel. Caractériellement, il me fait penser un peu à son frère, un peu au chercheur d'excuses. Ce qui est malheureux parce que leur effectif est très bon. Moi, l'effectif de la Lazio pour moi est supérieur à celui de la Rome, ou à peine inférieur à celui de l'Inter, voire égal. Ils ont un très bon effectif et malgré ça, ils n'arrivent pas à passer le cap. Tu m'as cité quel autre club aussi? Tu m'as dit la Lazio, quel autre club? La Roma et puis alors, le Milan. La Roma, c'est un peu l'autre côté de la pièce par rapport au Napoli. C'est l'exact contraire. Je veux dire, on me dit qu'ils sont décevants. Mais c'est encore une fois parce que les gens donnent trop d'importance au mercato. Ils voient des nouvelles arrivées, ils voient surtout des jeunes. Alors, comme l'a dit Capello, avec une équipe faite exclusivement de jeunes, tu ne gagnes rien du tout. Mais ils donnent trop peu d'importance à la continuité. Et le problème de la Rome, c'est justement ça, il n'y a pas de continuité. Tous les ans, ils vendent un ou deux joueurs, et les meilleurs, pas n'importe qui. Et c'est pas les 2 ou 3 promesses qui font que les choses évolueront, quoi. Donc pour moi la Rome, pour moi ils sont décevants, mais c'est pas choquant. Et le Milan, donc tu me disais le Milan, je sais pas ce qu'ils ont là, ils ont le contre-coup du départ de Berlusconi, je sais pas, toute la chance et tout le vent favorable qui les a accompagnés ces dernières années, ben là c'est totalement le contraire, c'est l'Ashkumun, je sais pas si tu vois là, ils ont plus de joueurs, ils sont tous blessés. Gattuso, moi, c'est un grand homme, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un joueur que j'enviais au Milan en tant que joueur. Là, je l'envie pas en tant qu'entraîneur, mais je lui souhaite que du bien. Et puis, le championnat italien ne deviendra pas grand si le Milan ne revient pas, parce que c'est la Juve et le Milan, et puis les autres tous derrière. Donc, je leur souhaite pas de mal. Je leur souhaite évidemment d'être terminés derrière nous. Je leur souhaite de perdre 2 fois par rencontre, nous, mais je leur souhaite pas de mal. Et j'espère qu'ils se reprendront. Pour en revenir un petit peu donc à ce que tu as dit, la Lazio, moi je suis un petit peu déçu par la Lazio parce que je trouvais qu'ils avaient fait un mercato assez qualitatif qui améliorait l'équipe avec des joueurs comme Badel, comme
comme Correa. Et puis finalement, les joueurs, les cadres de la saison dernière, Immobilier est toujours présent, mais Milinkovic-Savic est décevant, Luis Alberto est décevant, et donc c'est une équipe qui a un peu stagné, alors que je m'attendais à l'avoir passé un cap cette année. La Roma, j'en ai pas honte, je l'avais dit en début de saison que ça serait l'anti-Juve. J'aimais beaucoup ce mercato, mais j'avais sous-estimé le manque de caractère qu'allaient avoir ces jeunes-là. Les jeunes comme Kluivert par exemple, c'est d'excellents joueurs, mais arriver en Serie A, c'est quand même un championnat qui est très difficile. Donc oui, un problème de caractère, mais c'est une équipe qui a un potentiel quand même pour devenir très très forte, à condition, comme tu le dises, qu'ils ne vendent pas chaque année leurs deux meilleurs joueurs. Et puis le Milan, alors bon, moi je suis pas un grand fan de l'argument qui dit qu'il n'y a pas de grand championnat italien sans un grand Milan. Je pense que le championnat italien se porte de mieux en mieux aujourd'hui, alors que le Milan n'arrive pas à remonter la pente. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de pitié aussi pour Gattuso, parce que on le définit comme un bourrin et on s'attendait à ce que ce soit un entraîneur bourrin. Et au final, non, je pense qu'il fait du bon travail. J'ai l'impression qu'il a essayé de donner du jeu à ce Milan-là, mais voilà, il est miné par les blessures, il a pas beaucoup de chance, il est aussi victime d'erreurs individuelles de certains de ses joueurs, et là, ça commence à se reprendre avec, comme l'Inter, des victoires à l'arrache sur les dernières minutes, et puis la Juve, je pense, leur a mis un gros coup sur la tête pour le scénario, pour la suspension de Higuaín, et ça va être un petit peu difficile de s'en remettre, mais au final, on a l'impression qu'ils faisaient une saison chaotique, et ils sont quand même là dans la course à la 4e place. Donc c'est vrai que dire aujourd'hui quel sera le podium et dire quel sera le top 4, à part la Juve et le Napoli sur les 2 premières places, c'est encore assez difficile. Ah, c'est un peu un combat d'infirme, hein. Je sais pas si tu suis sous Spark, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, t'as numéro 1 la Juve, mais là, il n'y a pas de problème. T'as Naples qui mérite absolument tous les éloges du monde par rapport à leur budget et des résultats fournis. Et puis derrière, vraiment, c'est Timmy contre je sais plus qui, là. C'est combat d'infirme, hein. Et Kimi et Timmy qui font un combat, tu vois, et regardez quel est le moins pathétique d'entre eux. Donc voilà, moi j'ai une sympathie pour la Lazio, parce que dans tous les grands clubs italiens, entre guillemets, c'est ceux qui nous haïssent pas, qui leurs supporters nous donnent tout le temps les mérites et dus, tu vois, et à part leur président, bien sûr, qui est l'ennemi de notre président à nous, mais les supporters sont très bien les supporters de la Juve, en majorité, contrairement aux autres. Donc j'ai une sympathie pour eux, et comme pour le Milan, voilà, c'est pas que j'ai une sympathie, mais je ne les haïs pas, comme je peux haïr l'Inter. Donc, je me permets juste de te corriger, mais les supporters de la Lazio sont devenus très copains avec ceux de l'Inter, tu sais, depuis qu'ils ont empêché la Roma d'être sacrée. Tu sais, l'Inter avait gagné 2-0 contre la Lazio, et la Lazio avait encouragé l'Inter, et donc depuis ils sont très copains, et je suis pas sûr qu'ils nous aiment beaucoup, la Lazio. Alors, je suis pas d'accord du tout avec toi. En fait, c'est la curva, donc les supporters organisés, les ultras, parce qu'en Italie, il n'y a pas de différence entre ultras et hooligans, hein, c'est un seul groupe. C'est les ultras de l'Inter qui sont jumelés avec les ultras de la Lazio, c'est pas du tout sportif, zéro, c'est pas du tout sportif, c'est politique, parce qu'ils sont tous les deux d'extrême droite, mais la grande majorité des supporters de la Lazio détestent l'Inter, bien plus qu'ils détestent la Juve. Je te conseille d'aller voir le forum, si tu comprends l'italien, je sais que tu le comprends, lazio.net, c'est le forum le plus connu des supporters de l'Inter, et tu lis les différentes répliques, et tu verras que l'Inter est détesté. Et d'ailleurs, ils ne supportent pas eux-mêmes leur propre ultra. Ils disent à cause d'eux, on est obligé comment vais-je dire, d'avoir un stade avec plein de supporters de l'Inter quand l'Inter vient jouer, etc., etc. Mais le gros des supporters de la Lazio n'aiment pas l'Inter. Ouais, c'est très romain, toutes ces oui, affaires. C'est très politique et très romain, comme tu dis. Le moment est venu de conclure. La Juve, elle revient enfin ce samedi à 18h, si je dis pas de bêtises, c'est contre la Spal. Retour de trêve internationale, des fois c'est un peu compliqué, mais la victoire. Alors t'as ton micro qui a coupé, mais c'est pas grave, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je vais quand même répondre. Contre la Spal, c'est compliqué, ça va être compliqué pour la Spal surtout, faut pas se cacher, hein. Si on gagne pas ce match-là, c'est simplement que voilà, ça sera notre erreur, on va pas trouver l'excuse du retour du championnat, retour de la trêve, etc., etc. On doit gagner, la Spal a peur, on le sait qu'ils ont peur. Et ça se joue à l'extérieur ou à domicile? Je ne sais pas, Fio. Non, justement, l'année dernière, on avait fait un match nul à l'extérieur, mais là, c'était à domicile, c'était à l'Allianz Stadium. Oui, ben voilà, on va gagner. Si on gagne pas, il faut taper sur le doigt de nos joueurs, c'est sûr. Et on sera là pour en parler, en tout cas lundi prochain, avec le retour du format habituel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Calo pour cet échange. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci à toi Fio. Allez, salut à tous.